Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui concerne la physique du terminal. Donc dans cette vidéo, je vais parler de la radioactivité qui est un sujet commun à toutes les sections scientifiques, que ce soit option PC, SVT, sciences maths, série S, et les appellations changent bien sûr suivant les pays. Donc tous les élèves du branche scientifique ont ce chapitre au terminal, donc on va l'aborder en détail avec des exemples d'application. Donc on va parler d'abord un peu d'histoire, comment a été découvert la radioactivité. Ensuite, on va parler des constituants d'un atome, en particulier du noyau, parce que quand on parle de radioactivité, radio, ça veut dire rayonnement. Et on parle aussi, on l'appelle radioactivité ou bien le nucléaire noyau. Donc on va s'intéresser essentiellement au noyau, donc de quoi est formé un noyau atomique. On va définir des systèmes d'unités adaptés au noyau, c'est-à-dire des systèmes qui concernent en particulier l'énergie. Donc on va voir que le joule n'est plus adapté. Pour les masses aussi, donc la masse des électrons, des protons, elle est extrêmement faible. Donc au lieu de travailler avec des masses 10-29, 10-30, on va définir une nouvelle unité adaptée au noyau. Ensuite, on va définir les différents types de désintégration. On va définir qu'est-ce que c'est que d'abord une désintégration, quels sont les différents types de désintégration. Après, on va parler de la stabilité des noyaux. On va voir qu'on va les classer par noyau stable, moins stable. Ça dépend de ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon. Ensuite, on va définir la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire un noyau qui est radioactif, comment évolue le nombre de noyaux en fonction du temps. Ça va nous amener à parler de l'activité, qui est en fait tout simplement la vitesse de désintégration, qui est une grandeur mesurable par des détecteurs. Et on va voir les applications de cette activité, en particulier la datation. Donc la radioactivité, c'est un moyen qui nous permet de reconnaître l'âge de certains échantillons très anciens. Ensuite, on va parler d'une autre application énergétique de la radioactivité, c'est la production de l'énergie nucléaire, soit par la fission et soit par la fusion. Donc vous voyez, c'est un cours très intéressant. Et bien sûr, on va l'aborder en détail avec des exemples d'application. Donc commençons d'abord par un peu d'histoire. La radioactivité, comme la majorité des découvertes scientifiques, est due à un pur hasard. Et c'est M. Becquerel qui a découvert ce phénomène-là. Donc il a stocké dans un tiroir, il a stocké pour un jour, il a stocké du sel, il a rangé une plaque photographique vierge, d'accord, et par hasard, à côté de cette plaque, il y avait du sel d'uranium. Au bout de quelques jours, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que cette plaque porte une trace d'un rayonnement. Donc il était attaqué par un rayonnement. Or, il était complètement dans le noir, dans le tiroir. Donc il était à l'abri de la lumière. Ensuite, il a remarqué que ce rayonnement est émis par le sel d'uranium. Or, le sel d'uranium, il n'est pas excité. Normalement, pour avoir un rayonnement, il faut exciter la matière par un rayonnement externe. Et suite à cette excitation, la matière peut émettre un rayonnement secondaire. Or, ici, l'uranium, il était à l'abri de la lumière. Donc, ce rayonnement émis, c'est un phénomène purement naturel. Il est propre au sel d'uranium. Il se demanda donc d'où vient l'énergie qui a permis à l'uranium d'émettre ce rayonnement. Et grâce à cette étude, il a découvert le phénomène de la radioactivité. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un noyau radioactif? C'est un noyau instable, parce que les noyaux stables ne peuvent pas émettre aucun rayonnement sans être excités par un rayonnement externe. Or, l'uranium, sans être excité, lui, il émet un rayonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se désintégrer spontanément. Qu'est-ce que ça veut dire se désintégrer? L'uranium va se transformer en un autre noyau, plus un rayonnement, en émettant une particule sous forme d'un rayonnement. Donc,
on va définir la radioactivité comme une désintégration naturelle, ça veut dire c'est un phénomène qui se fait spontanément d'un noyau radioactif. Bien sûr, le noyau doit être instable, doit être radioactif, et cette désintégration va être modélisée par la réaction suivante. Vous avez un noyau pair radioactif qui est dans notre cas l'uranium, va se transformer spontanément en un noyau fils plus une particule. On verra la nature de cette particule. Et cette particule qui est émise, c'est le rayonnement détecté par Becquerel. Bien. Maintenant, on va passer au noyau. Quels sont les constituants d'un noyau? Vous savez tous qu'un atome est formé par quoi? Il est formé par un noyau autour duquel gravitent des électrons. Bien sûr, un noyau seul n'existe pas dans la nature. Toujours un noyau, il est lié à un atome. Sauf que dans ce chapitre, on va parler essentiellement du noyau. Donc, quand on parle d'un noyau qui possède Z protons, ça veut dire qu'il appartient à un atome neutre qui contient Z électrons. Autrement dit, quels sont les constituants d'un noyau? Un noyau contient deux types de particules qu'on appelle les nucléons. Nucléons, ça veut dire constituants d'un noyau. Ces nucléons, ils sont quoi? Ils sont les protons et les neutrons. C'est quoi le nombre de protons? On le note par Z. Ce symbole, ça signifie le numéro atomique. Et chaque particule est caractérisée par un numéro atomique qui lui est particulier. Par exemple, l'azote, Z égale à 7, le carbone, Z égale à 6, l'oxygène, Z égale à 8. Donc, c'est un nombre qui caractérise le type du noyau. Ensuite, le noyau caractérisé par un autre nombre qu'on appelle le nombre de nucléons ou bien le nombre de masse. C'est quoi le nombre de nucléons? C'est tout simplement la somme totale du proton et du neutron qui contient ce noyau. Je prends un exemple. Si on note, et le noyau, bien sûr, il est noté X, A, Z. X, c'est le symbole, Z, c'est le numéro atomique, A, c'est le nombre de masse. Si je prends le carbone 6,13, ça signifie qu'il s'agit du noyau du carbone. 6, c'est le numéro atomique du carbone. Ça veut dire que le carbone contient 6 électrons. L'atome du carbone contient 6 électrons et le noyau du carbone contient 6 protons. Et quand on parle du carbone 13, ça veut dire le nombre de nucléons du carbone 13 égale à 13. Ça veut dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons égale à 13. Or, le nombre de protons égale à 6. Donc, le nombre de neutrons, c'est A moins Z. Dans ce cas-là, c'est 7. Donc, voilà qu'est-ce que ça signifie, cette notation. Donc, à partir de cette notation, on peut déduire toutes les constituants d'un noyau donné. Donc, on peut déduire le nombre de protons, on peut déduire le nombre de nucléons, et on peut déduire le nombre de neutrons qui est donné par le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Bien, donc voilà l'exemple, le noyau du carbone. Donc il contient combien? 6 neutrons et il contient 6 protons. Ça c'est le carbone 12. Donc le carbone 12, c'est le plus stable. On va voir que chaque atome va avoir plusieurs isotopes, ça veut dire le nombre de masse va changer, il change, et quand le nombre de masse change, on va les définir tout de suite, c'est ce qu'on appelle isotope. Par exemple, le carbone, il y a le carbone 6,12, il y a le carbone 6,13, il y a le carbone 6,14. Par exemple, 6,12, c'est un noyau qui contient 6 protons et 6 neutrons. Donc, c'est le nombre de protons égal à 6, et 12 moins 6, c'est égal à 6, donc c'est le noyau du carbone le plus stable. Donc, ceci va nous amener à définir quelques définitions. Donc, ce qu'on appelle les isobars. Qu'est-ce que ça signifie? Deux éléments constituent deux isobars. Ça veut dire tout simplement qu'ils possèdent le même nombre de masses, mais de numéros atomiques différents. Donc, il s'agit bien sûr des éléments différents automatiquement. Par exemple, le phosphore et le soufre. Vous voyez bien que le phosphore et le soufre, ils contiennent le même nombre de masses, c'est-à-dire le même nombre de nucléons, mais ils diffèrent par le nombre de neutrons. D'accord? Donc ici, vous faites 12 moins 15, c'est différent de 32 moins 16. D'accord? Donc même nombre de masses, mais des Z différents. Donc le nombre de protons n'est pas le même. Plutôt, c'est le nombre de protons, c'est Z qui diffère. D'accord? Alors que A est le même. Ça, on les appelle des isobars. Isotones, c'est l'inverse.
c'est pas l'inverse, mais c'est juste une autre définition. Il possède le même nombre de neutrons, d'accord, mais A et Z différents. Donc les Z sont différents et également les A différents. Mais la différence, elle est la même. Vous faites 39 moins 19, ça fait 20. 40 moins 20 égale à 20. Donc ces deux éléments, ils possèdent le même nombre de neutrons, mais ils possèdent pas ils n'ont pas le même nombre de protons ni le nombre de masses. Par contre, la différence, le nombre de neutrons, il est le même, on l'appelle des isotones. Et le plus important, c'est ce qu'on appelle les isotopes. Il s'agit du même élément chimique, c'est-à-dire l'hydrogène par exemple, ou bien le carbone. Donc Z, il est le même, mais le nombre de masses change. Donc celui-là par exemple, il contient un proton et un neutron. Celui-là, il contient un proton. Donc celui-là, c'est un proton plutôt. Donc c'est juste un proton et 0 neutron, parce que 1 moins 1, c'est 0. Celui-là, c'est un proton et un neutron. 2 moins 1, c'est 1. Ces isotopes, il contient combien? Un proton et 2 neutrons. Donc voilà, c'est juste des définitions. Bien. Maintenant, on va passer aux dimensions. Vous allez voir qu'en radioactivité ou bien en physique nucléaire, on ne va pas travailler avec, c'est rare qu'on va travailler avec les unités internationales. Pourquoi? Prenez par exemple la dimension d'un atome. La dimension d'un atome, c'est pratiquement un angstrom, c'est 10 moins 10 mètres. Le noyau, c'est 10 moins 15 mètres. Alors, vous voyez que l'atome ou la matière est faite essentiellement par du vide. Vous voyez que le noyau, lui, l'atome est de l'ordre de 10 moins 10, le noyau c'est 10 moins 15, c'est-à-dire un fentomètre, d'accord? Ça veut dire la distance entre, si vous prenez par exemple un noyau de 1 mètre, j'exagère, un noyau de 1 mètre, le premier électron vous allez le trouver à 10 puissance 5 mètres, vous voyez, à 100 km. Autrement dit, la matière elle est faite essentiellement par du vide. Bien. Donc ça, c'est les dimensions. Maintenant, si je passe aux charges et masses, vous savez tous que la charge de l'électron, c'est 1,6 10 moins 19 coulombs. Du proton, c'est 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc l'un est positif, l'autre est négatif. La masse, c'est de l'ordre de 10 moins 27 à 10 moins 30. Est-ce qu'on va travailler avec ces masses-là? Vous voyez bien, c'est très lourd de emballer des masses de 10 moins 30, 10 moins 27. Donc, on va définir une unité bien adaptée à la physique nucléaire qu'on appelle unité de masse atomique. Et c'est quoi la définition de l'unité de masse atomique? C'est pris comme ça, si on le définit par cette manière-là. C'est 1/12e la masse d'un noyau du carbone 12, le plus stable, carbone 612. Vous prenez un noyau du carbone 612, vous prenez 1/12e de la masse du noyau du carbone 612 et la valeur que vous allez trouver, on va la poser comme définition étant égale à une unité de masse atomique. Maintenant, c'est quoi la masse 1/12e de la masse d'un noyau du carbone 12 en kilogrammes? Il suffit de faire règle de 3. Une mole de carbone, sa masse molaire, c'est 12 grammes. Or, une mole de carbone, elle contient combien de noyaux, ou bien combien d'atomes? N Avogadro atomes. Ça veut dire 6,02 10 puissance 23. Donc si je prends un seul noyau, sa masse est petit m. Donc la masse d'un noyau, faites règle du 3, c'est 1 fois la masse molaire divisé par le nombre d'Avogadro. Donc voilà la masse molaire, c'est 12, divisé par 12 va se simplifier. Donc en fait, une unité de masse atomique, c'est 1 sur le nombre d'Avogadro. Et si vous faites 1 sur 6,022 10 puissance 23, vous allez trouver exactement cette valeur-là. Donc, une unité de masse atomique, ça correspond à 1,66054 10 moins 27 kg. Donc, vous voyez, donc on va voir que la masse de l'électron, ça sera quelques unités, même moins d'une unité de masse atomique. Donc, on va le voir tout de suite dans le tableau suivant. Vous voyez, par exemple, l'électron, au lieu de dire 10 moins 30 kg, on va dire 0,005 unités de masse atomique. Le proton, c'est pratiquement une unité de masse atomique. La même chose pour le neutron. Bien. Maintenant, on a défini ce que c'est que l'unité de masse utilisée. Maintenant, quelle est l'unité utilisée pour l'énergie? Donc, au système international, bien sûr, l'unité de l'énergie, c'est le joule. Prenez par exemple un électron. Vous l'accélérez avec une différence de potentiel de 1 volt. L'énergie pas acquise par cet électron, c'est l'énergie cinétique, c'est la charge fois la différence de potentiel, qui est 1,6 10 moins 19 joules.
Donc vous voyez bien que c'est une énergie qui est très faible. Donc on préfère utiliser ce qu'on appelle l'électron-volt. Et l'électron-volt, c'est justement cette énergie-là. C'est l'énergie acquise par un électron lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel de 1 volt. Donc on pose un électron-volt, c'est 1,6 10-19 joules. Souvent on utilise des sous-unités. Kilo-électron-volt, c'est ça multiplié par 10 puissance 3. Donc c'est un 10 puissance 3 électron-volt. Autrement dit, ce sera 10 moins 16 joules. 1,6 10 moins 16 joules. Et méga-électron-volt 10 moins 6. Donc ça veut dire 1,6 10 moins 13 joules. Et giga, c'est un 10 puissance 9 électron-volt. Bien. Donc on a défini ce que c'est que l'unité de masse atomique. On a défini ce que c'est que l'électron-volt. Donc c'est 1,6 10 moins 19 joules, ça vient de ça. C'est l'énergie acquise par un électron lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel de 1 volt. C'est pourquoi on l'appelle électron-volt. Bien. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle l'énergie de masse correspondant à une unité de masse atomique. Et on va voir d'où vient un chiffre que vous allez rencontrer dans tous les exercices de physique nucléaire. Donc on a dit une unité de masse atomique, on vient de la calculer, c'est 1,66054 10-27 kg. Si je veux calculer l'énergie correspondant à une unité de masse atomique, M. Einstein nous dit qu'il y a une équivalence entre la masse et de l'énergie. Si vous avez une masse m, ça correspond à une énergie mc carré. Je fais le calcul en unité de système international, la masse en kilogrammes. La vitesse de la lumière, c'est pratiquement 3 10 puissance 8 au carré. Je trouve cette valeur-là en joules. Maintenant, je vais exprimer ça en électron-volt. On a dit 1 joule, on va diviser bien sûr par 1,6 10 moins 19, parce que 1 joule, c'est 1 divisé par 1,6 10 moins 19 électron-volt. Faites un petit calcul, vous allez trouver à peu près 932 méga-électron-volt. Donc l'énergie qui correspond à une unité de masse atomique, c'est 932 méga-électron-volts. Dans le système international, c'est 14 10-11 joules. Bien. Or, c'est quoi l'énergie qui correspond à une unité de masse atomique? C'est 1 fois c carré. Donc, une unité de masse atomique multipliée par c carré, c'est 932 méga-électron-volts. Autrement dit, une unité de masse atomique, je peux l'écrire, c'est 932 méga-électron-volts divisé par c carré. Donc souvent, vous allez voir dans les exercices, on vous donne les masses qui sont exprimées en unités de masse atomique. Par exemple, m est égal à 4 unités de masse atomique. Donc l'énergie de cette masse, c'est 4U fois c carré. Or, vous voyez bien que U fois c carré, c'est 932. Donc l'énergie d'une masse exprimée en unité de masse atomique, c'est la valeur de la masse multipliée par 932. Le résultat, c'est en méga-électron-volts. Bon, donc ça, souvent on vous donne ça dans les exercices. Des fois, bon, si on utilise des valeurs plus exactes, au lieu de 932, on peut utiliser 931,5, mais c'est la méthode, elle est la même. D'accord? Donc vous voyez maintenant d'où vient, souvent dans les exercices, on vous dit une unité de masse atomique, c'est 931,5 méga-électron-volts par c carré. D'accord? Donc vous avez compris maintenant d'où vient ce chiffre-là, 931,5. Donc c'est très simple. Si on vous donne la masse en unité de masse atomique, l'énergie correspondante à cette masse, c'est la valeur de la masse en unité de masse atomique multipliée par 932 méga-électron-volts. Ou bien si on vous donne 931,5, vous utilisez 931,5. Bien. Maintenant, on va parler de quelques propriétés de la radioactivité. Ça, c'est souvent donné comme question de cours dans les concours. Est-ce que la radioactivité, il faut savoir que c'est un phénomène qui est complètement aléatoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir ou prédire l'instant exact où un noyau va se désintégrer. C'est une loi purement probabiliste. C'est un phénomène qui est spontané. Ça veut dire ni il est insensible aux facteurs extérieurs ou facteurs climatiques. Il ne dépend pas des facteurs externes comme la pression ou bien la température. Donc la loi de désintégration, elle est la même, quelle que soit la température, quelle que soit la pression, quelles que soient les conditions climatiques. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va utiliser cette radioactivité pour la datation. Donc ce sont des phénomènes aléatoires et spontanés. Ils ne dépendent pas des paramètres externes.
Cette loi de radioactivité, néanmoins, il suit quelques lois bien déterminées, quelques lois de conservation. Et vous avez deux types de lois de conservation, qu'on appelle les lois de Soddy. Donc il y a la conservation du nombre de masses, Z, donc dans une équation, ou bien dans une désintégration, vous avez toujours conservation du nombre de masses, du nombre de charges. Et bien sûr, conservation du nombre de masses aussi, A. Donc Z et A sont conservés dans une réaction de désintégration, ou bien dans une équation de radioactivité. Qu'est-ce que ça signifie ça? Et l'énergie, est-ce qu'elle est conservée? Donc faites très attention dans les équations de radioactivité, comme il y a un rayonnement qui est émis, donc c'est une énergie qui est émise, donc on va parler de défaut de masse, donc toujours la masse des produits n'est pas égale à la masse des réactifs, autrement dit, il n'y a pas conservation de l'énergie dans une équation de désintégration. Donc seuls Z et A sont conservés lors d'une équation de désintégration. Voilà un exemple, voilà un noyau père qui va donner un noyau fils, plus une particule. D'accord? Donc le noyau père possède un numéro de masse, un nombre de noyaux, numéro atomique 27. Le noyau fils et les particules qui sont émises doivent avoir leur numéro de masse total égal à 27. Vous voyez ici, 28 moins 1, c'est égal à 27. La même chose, le nombre de nucléons du noyau père, c'est 60. Il faut que le nombre de nucléons du résultat du noyau qui résulte de la désintégration soit égal aussi à 60. Vous voyez ici 60, ici 0. Donc c'est conservé. Donc Z se conserve, Z des produits doit être égal à Z des réactifs, et A du produit doit être égal des produits doit être égal à des réactifs. Bon, j'ai inversé les produits réactifs, c'est pas grave. Donc vous avez compris, d'accord? Bien, vous voyez ici 60, c'est 60 plus 0, et 27 égale à 28 moins 1. Bien, maintenant, on va parler de qu'est-ce que c'est que les trois types de désintégration. Donc je vais parler d'abord de ces trois types de désintégration avant de... Bien, maintenant on va parler des trois types de désintégration. Je vous dis, un noyau qui est instable, qui est radioactif, va donner un noyau fils plus une particule. Et vous avez trois types de particules. Donc l'être humain peut donner soit un garçon, soit une fille. Le noyau, lui, peut donner trois types. Il y a d'abord ce qu'on appelle un noyau d'hélium. Vous voyez bien, c'est une particule qui contient 2 protons et 2 neutrons. Donc un noyau X à Z, lorsqu'elle émet un noyau d'hélium, ou bien ce qu'on appelle une particule alpha, c'est la même chose, va donner obligatoirement un noyau fils qui possède Z-2 comme numéro atomique, pour que Z-2 plus 2 soit égal à Z, et un nombre de masse égal à A-4, de façon que A-4 plus 4 soit égal à A. Donc ça, c'est le premier type de désintégration. Deuxième type de désintégration, c'est ce qu'on appelle bêta-, ou bien l'émission d'un électron. Dans ce cas-là, l'électron est caractérisé par un numéro de masse 0 et une charge de -1. Z égale à -1. D'accord? Donc vous faites Z plus 1 moins 1 égale à Z, et A égale à A plus 0. Et ce type de désintégration, c'est ce qu'on appelle bêta-. Je vais expliquer qu'est-ce que ça signifie en fait, cette désintégration dans la suite. Et troisième type de désintégration, c'est ce qu'on appelle un positron. En fait, c'est un électron de charge positive. Et vous voyez bien que le noyau fils doit avoir un numéro atomique égal à celui de père, moins 1, et le nombre de masse est égal à celui du père. Si on veut représenter le nombre de noyaux dans un diagramme ici, la masse atomique, ou bien A, ici c'est Z, prenez un noyau par exemple pair, lorsqu'il va émettre une particule alpha, vous voyez bien que Z va diminuer de 2, donc Z, ici par exemple Z pour l'uranium c'est 91, le noyau fils va avoir Z égale à 90, donc il va diminuer de 2, et le nombre de masse va diminuer de 4. Donc ici vous voyez bien ici de là à là c'est 2, et de là à là c'est 4. Donc Z va diminuer de 4, A va diminuer de 4, et Z va diminuer de 2. Et donc voilà
ce qu'on appelle une représentation d'une désintégration alpha dans le diagramme AZ. Donc là aussi, c'est une désintégration alpha. Ce noyau-là aussi va donner ce noyau plus une désintégration alpha. Par contre, bêta-, vous voyez bien que A il est conservé. Prenons ce noyau par exemple. Lorsqu'il se désintègre avec bêta-, A doit être le même, donc il doit se trouver sur cette ligne. Par contre, Z doit augmenter de 1. Donc il va donner un noyau fils qui est celui-là. D'accord? Par contre, si je prends un noyau hasard ici, qui possède A et Z, lorsqu'il se désintègre de bêta+, vous voyez bien que Z va être réduit de 1 et A s'est conservé, donc il va donner ce noyau-là. Donc vous voyez comment on représente ces désintégrations sur un diagramme AZ. C'est comme une courbe, ni plus ni moins. Donc je peux déduire par exemple que le plomb 214 va donner le beryllium 214 avec bêta-. Le beryllium 214 va donner le PO, polonium 214 avec bêta-. Le polonium va donner le plomb avec une émission d'alpha. Parce que là, vous voyez que Z a diminué de 2 et A a diminué de 4. Et ainsi de suite. Bien, maintenant on va parler un peu plus en détail de la radioactivité bêta-. Comment ça se fait? Donc on va voir que la radioactivité bêta-, donc prenons un noyau X à Z, est exactement équivalent à quoi? Un neutron va se transformer en un proton et émission d'un électron. Donc c'est comme si un neutron laisse sa place à un proton, mais pour avoir la conservation de la charge, il faut qu'il y ait émission d'un électron. Pourquoi? Vous avez un neutron au départ ici, sa charge il est nulle. Ce neutron, vous allez voir, hop, voilà, ce neutron-là va se transformer en un proton. Donc la charge du noyau a diminué de 1, parce que ici le proton est chargé positif, le neutron a diminué de 1, bien sûr. Le neutron il est neutre, il a laissé la place à un proton. Donc la charge a augmenté de 1. Donc pour assurer la conservation de la charge, il faut qu'il y ait émission d'un électron. Vous voyez un peu l'interprétation de la radioactivité bêta-. Donc dans un noyau, un neutron va se transformer en un proton et pour assurer ou bien vérifier les lois de Soddy, il y a émission d'un électron. Bien. Maintenant, bêta+. Bêta+, c'est l'inverse. Pour l'interpréter, donc on prend par exemple, voilà, ce proton cette fois-ci va donner naissance à un neutron, c'est l'inverse, et pour avoir la conservation de la charge, il faut qu'il y ait émission d'une charge positive. D'accord? Vous voyez ici un proton va se transformer en un neutron. Donc la charge du noyau a diminué de -1. Pour assurer la conservation de Z, il faut qu'il y ait émission d'un proton. D'accord? D'un électron, pardon, un électron de charge positive, c'est ce qu'on appelle un positron. On l'appelle un positron. Un positron. Un positron, bon, vous le notez. D'accord? Donc voilà. Donc voilà l'interprétation de bêta+. Donc c'est un proton qui se transforme en un neutron au sein du même noyau. Et pour assurer la conservation de Z, il faut qu'il y ait émission d'un électron de charge positive qu'on appelle un positron ou bien bêta+. Bon, ça, on a parlé d'une seule désintégration. Mais sachez qu'il y a ce qu'on appelle des familles radioactives. Il y en a 4 dans la nature. Qu'est-ce que c'est qu'une famille radioactive? C'est un noyau pair qui est instable, qui va se désintégrer en un premier, va donner le premier fils, qui lui-même instable, va donner un deuxième fils qui lui aussi instable, et ainsi de suite. Et la série va continuer jusqu'à arriver à un monsieur qui ne peut plus donner d'enfant, ça veut dire un noyau qui est complètement stable. Et cette série, c'est ce qu'on appelle une famille radioactive. Il y en a 4 dans la nature. Et vous voyez, donc vous voyez l'uranium, c'est le premier noyau instable. Le dernier de la liste, c'est le plomb. Et vous avez une émission de plusieurs particules alpha et plusieurs particules bêta- qu'on peut déduire à partir de cette équation. Vous faites la conservation de x de z, donc 92, est égal à quoi? Il est égal à 82 plus x multiplié par -1, donc moins x, et plus y fois 2. Parce que j'ai x électrons et y particules alpha.
je fais la conservation donc là ça me permet de déterminer x égale à 6. Je fais la conservation de A, 238 égale à combien? Est égal à 206 plus x fois 0 plus 4 fois y. Et ça me permet de déterminer y. Donc entre l'uranium père et le dernier fils, il y a émission de 8 plus 4, 14 particules. Donc 6 particules, bêta moins et 8 particules alpha. Et vous voyez, on peut les retrouver ici. Voilà une alpha, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 particules alpha. Les bêta moins, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien 6 bêta moins et 8 particules alpha. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des familles radioactives. Il y en a 4 dans la nature. Bien. Une fois qu'on a défini les 3 types de désintégration, donc désintégration alpha, bêta moins, bêta plus, définir ce que c'est qu'une unité de masse atomique, ce que c'est que l'électron-volt, on va introduire la notion de l'énergie de liaison. Donc un noyau, il est constitué de protons et de neutrons. Donc pour assurer la cohésion de ce noyau-là, ou bien pour avoir un noyau qui est stable, il faut qu'il y ait une énergie de liaison entre ces nucléons. Et comment déterminer cette énergie de liaison d'un noyau quelconque, qu'on définit comme étant l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour le dissocier en différents nucléons. Donc c'est ça, cette énergie de liaison. Il est défini par la relation suivante. C'est le défaut de masse de cette équation-là multiplié par c carré. Qu'est-ce qu'on appelle le défaut de masse? C'est la masse du nucléon pris séparément moins la masse du noyau au repos. Et si vous prenez, par exemple, prenez le carbone 6,12 qui est formé par 6 protons et 6 neutrons, si vous calculez la masse de 6 protons et 6 neutrons séparément, vous le comparez à la masse du noyau, vous n'allez pas trouver la même chose. Vous avez toujours la masse des nucléons pris séparément, elle est toujours supérieure à la masse du noyau. Et la différence, c'est celle qui est utilisée sous forme d'énergie pour assurer la cohésion du noyau, et c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison du noyau. Donc, par définition, l'énergie de liaison d'un noyau, c'est delta de m fois c carré. Avec delta de m, c'est quoi? C'est z fois la masse du proton, plus a moins z fois la masse du neutron, moins la masse du noyau. Ce delta de m, elle est toujours positif. Donc, si on vous demande de calculer l'énergie d'un noyau, on calcule le défaut de masse, parce que connaissant le noyau, on connaît Z, A et N, et bien sûr la masse du noyau. Tout ça, c'est généralement donné dans l'énoncé. On calcule delta de M, on le multiplie par C carré, et ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison d'un noyau donné. Mais souvent, vous allez voir, on parle plutôt de l'énergie, on définit une autre énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon. C'est tout simplement l'énergie de liaison du noyau divisé par le nombre total du nucléon. Et cette grandeur, elle est utilisée pour comparer la stabilité entre deux noyaux. Et celui qui possède l'énergie de liaison par nucléon la plus grande, c'est le noyau le plus stable. Bien sûr, l'énergie de liaison, on peut le déterminer soit en joules, unité de système international, mais souvent, vous allez voir, on va le déterminer en mégaélectronvolts à condition d'exprimer delta de M en unité de masse atomique. Donc, si delta de M est exprimé en unité de masse atomique, l'énergie de liaison, c'est delta de M fois 931,5 mégaélectronvolts. Donc, j'ai expliqué d'où vient ce chiffre tout à l'heure. Bien. Voilà un autre diagramme qui peut montrer la signification de l'énergie de liaison. Si vous prenez les nucléons séparément, on trace ici un diagramme d'énergie. Voilà l'énergie de ces 4 éléments. C'est tout simplement la masse de tous les nucléons multiplié par C carré. Si vous prenez la masse au repos, vous voyez bien que l'énergie de nucléons séparés est supérieure à l'énergie du noyau. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Bon, ceci va nous amener à parler de la courbe d'Aston. C'est une courbe qui représente tout simplement l'ensemble des noyaux atomiques en fonction de l'énergie de liaison par nucléon, avec un signe moins. Donc en valeur absolue, cette courbe va nous permettre de distinguer trois
trois intervalles. Donc il y a l'intervalle où l'énergie de liaison par nucléon c'est la plus grande. C'est en général autour entre Z égale à 40 jusqu'à Z égale à 100. C'est ce qu'on appelle les noyaux stables. Et deux autres intervalles, c'est les noyaux lourds et les noyaux légers. Et vous voyez bien que ce soit pour les noyaux lourds ou bien pour les noyaux légers, l'énergie de liaison par nucléon est faible. Donc ils sont moins stables. Donc ils auront tendance, les noyaux légers, à se réunir entre eux pour former un noyau lourd. C'est ce qu'on appelle la fusion. Et on va définir la fusion tout à l'heure. Par contre, les noyaux lourds, vous allez voir, ils auront tendance à se dissocier en noyaux moins lourds pour arriver vers la partie de stabilité, et c'est ce qu'on appelle la fission. Donc ça, c'est le cours d'Aston qui permet juste de déterminer ou bien de tracer tous les noyaux atomiques en fonction de leur énergie de liaison par nucléon. Donc ça permet de définir quels sont les noyaux les plus stables, quels sont les noyaux qui sont moins stables. Bien, maintenant on va parler à une relation extrêmement importante qu'on retrouve dans tous les exercices, c'est la loi de décroissance radioactive. Ça signifie quoi? Vous avez un noyau radioactif. Comment évolue le nombre de noyaux de ce matériau en fonction du temps? D'accord? Et quelle est la relation suivie par ce N de T? Et on va voir que expérimentalement on montre que le nombre de noyaux radioactifs qui restent après un certain temps T, c'est égal au nombre de noyaux initial fois exponentielle moins lambda T. Ça veut dire le nombre de noyaux qui restent à un instant T subit une loi de décroissance exponentielle. C'est quoi ce lambda? C'est ce qu'on appelle la constante radioactive du noyau étudié. Donc chaque noyau possède sa constante radioactive. C'est en fait le nombre de désintégrations par unité de temps. Bien sûr, vous voyez ce terme n'a pas d'unité. Ça veut dire lambda doit avoir une unité de seconde moins 1. Ou bien un temps moins 1. Ça peut être seconde moins 1, minute moins 1, année moins 1. Ça dépend des données. Bien. Donc il faut bien comprendre la signification de cette expression. N de T, c'est le nombre encore présent à l'instant T. D'accord? D'un échantillon donné. Donc, on va définir là aussi ce qu'on appelle la demi-vie, ou bien T1,5. C'est la même définition qu'on utilise en chimie. Donc, par définition, la période d'un échantillon ou sa demi T1,5, c'est le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux qui étaient présents à T égale à 0. Donc, on va la définir, on va la calculer de la manière suivante. Si T est égal à 1,5, N de T, c'est le nombre initial divisé par 2. Et d'après cette relation, N de T1,5, c'est N0 exponentielle moins lambda T1,5. En simplifiant par N0, vous avez tout de suite la fameuse relation log de 2 est égal à lambda fois T1,5. Voilà une autre relation extrêmement importante. On va les voir surtout pour les concours et aussi pour les devoirs. Si vous avez T, un multiple de T1,5, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous pouvez déduire tout de suite le nombre de noyaux présents à n fois T1,5. Bon, c'est un petit calcul simple. Moins lambda n fois T1,5. Or, lambda, on va la remplacer par log de 2. Lambda fois T1,5, c'est log de 2. Donc, moins n log de 2. N log de 2, c'est log de 2 à la puissance n. Et exponentielle, voilà, exponentielle et moins log de 2 à la puissance n, c'est 1 sur log de 1 sur 2 à la puissance n. Et exponentielle log de x, c'est x. Donc, ça vous donne n0 sur 2 puissance n. Vous voyez par exemple ici, pour 2 fois T1,5, le nombre de noyaux qui reste, c'est combien? C'est n0 sur 2 puissance 2, donc c'est n0 sur 4. Et on peut définir comme ça, n fois 3 fois T1,5, c'est n0 sur 2 à la puissance 3. 4 fois T1,5, c'est n0 sur 4 à la puissance n, et ainsi de suite. Donc voilà, donc la loi de décroissance, surtout de comprendre la signification de ce n de t, c'est le nombre de noyaux qui est présent à l'instant t. Donc voilà le nombre de noyaux qui est présent à l'instant t. Au départ, vous avez P0, et si vous le tracez en fonction du temps, c'est une loi de décroissance en exponentielle. Maintenant, donc ça c'est n0 exponentielle moins lambda t. Maintenant, un noyau qui est radioactif va donner un noyau fils. Comment évolue cette fois-ci le nombre de noyaux fils en fonction du temps?
Bien sûr, à t égale à 0, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de petit, mais au fur et à mesure que le noyau se désintègre, il va y avoir formation des enfants. Et comment calculer le nombre de noyaux fils? C'est tout simplement le nombre de noyaux initial moins le nombre de noyaux qui restent à l'instant t. D'accord? Donc voilà, vous avez un nombre de noyaux initial. Ici, n de t, c'est quoi? N de t, c'est le nombre de noyaux qui restent à l'instant t. Voilà n de t, ce terme-là, n de t. Donc, le nombre de noyaux désintégrés, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux initial moins le nombre de noyaux qui restent à l'instant t. Donc, ça vous donne n0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda t. Ici, on le trace, bien sûr, ça va vous donner ces résultats-là. Donc, faites attention, si on vous donne une courbe qui décroît, ça signifie que le nombre de noyaux qui restent à l'instant t, si c'est une courbe qui monte, c'est plutôt le nombre de noyaux désintégrés. Ça veut dire le nombre de noyaux qui résultent de la désintégration. Bientôt, bien sûr, lambda, l'inverse de lambda, c'est ce qu'on appelle aussi la constante du temps. Hein. C'est la même définition qu'en chimie. Maintenant, on va parler de l'activité, qui est plutôt très utile parce que c'est un nombre de noyaux très difficile à mesurer, mais l'activité, on peut la mesurer facilement par des détecteurs. Et l'activité, par définition, c'est tout simplement la vitesse avec laquelle un échantillon se désintègre. Autrement dit, c'est le nombre de désintégration par unité de temps. Comme c'est une vitesse, on va prendre la valeur absolue. Donc, sachant que n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t, donc l'activité, vous dérivez n, ça vous donne moins lambda n0 exponentielle moins lambda t, vous prenez la valeur absolue, donc ça sera lambda n0 exponentielle moins lambda t. Donc c'est quoi n0 exponentielle moins lambda t? C'est n de t. Et c'est pourquoi vous avez ici l'activité, c'est lambda fois n de t. D'accord? Et lambda n0, c'est quoi? Lambda n0, c'est l'activité à t égale à 0. Si t égale à 0, a de t, c'est lambda n0. Donc a0, c'est lambda n0. Ce sont deux relations extrêmement importantes. Donc si vous connaissez l'activité à t égale à 0, vous pouvez déduire le nombre de noyaux présents à l'instant t égale à 0. Bien sûr, cette fois-ci, l'activité pour t1,5 d'abord, ça sera a0 sur 2, mais pour n fois t1,5, c'est a0 sur 2 puissance n, même démonstration que j'ai fait dans le transparent précédent. C'est quoi l'unité de l'activité? Soit on note, c'est le nombre de désintégrations par seconde, d'accord? C'est le curie. Donc 1 curie, c'est combien? C'est 3,7 10 puissance 13 ou bien 3700 fois 10 puissance 10 désintégrations par seconde. Bon, on utilise aussi le becquerel, c'est une désintégration par seconde. Donc faites attention aux différentes unités. Donc le curie c'est 3700 fois 10 puissance 10 désintégrations par seconde. Le becquerel, ça correspond à une désintégration par seconde. Hein, par seconde. Faites très attention. Des fois, on vous donne lambda en minutes, il faut la transformer en secondes pour calculer l'activité. Donc la constante de désintégration lambda est indépendante des conditions de pression et de température. Ça, je l'ai déjà signalé. Bien, donc deux relations à retenir. D'abord la définition de l'activité, donc c'est la vitesse de désintégration tout simplement, et puis la relation entre l'activité à l'instant t et le nombre de noyaux présents à l'instant t. Donc si vous connaissez le nombre de noyaux, on peut déterminer directement l'activité, et inversement, parce que lambda c'est une constante, elle est connue pour chaque noyau radioactif, et si on connaît l'activité à t égale à 0, on peut déterminer le nombre de noyaux à t égale à 0. Maintenant, on va passer à l'une des applications les plus intéressantes de la radioactivité, qui est la datation. Comment déterminer? On vous dit par exemple, on a trouvé un dinosaure, on vous dit ce dinosaure, ça date de telle année, ou bien on a trouvé un os d'un être humain et on peut déterminer que cet être humain, ça date de 5000, 6000 ou combien d'années. Le principe est le suivant. On sait que n de t, c'est n0 exponentielle moins lambda t. Avec t, c'est la période, ou bien t1,5, c'est log de 2 sur lambda. Donc, chaque noyau, on connaît sa constante de désintégration et par conséquent sa période. Ça, c'est connu pour chaque noyau. Donc,
on connaît la quantité d'éléments de paires restants, N de T. Donc si je prends un os, je peux déterminer le nombre de noyaux présents à l'instant T. Pardon. Donc, je peux déterminer exponentiellement lambda T, et par conséquent, avec un petit calcul, pour faire disparaître l'exponentiel, on applique le logarithme. Logarithme exponentiel x, c'est x. Bon, ça, c'est des formules que vous allez voir après en maths. Et ça vaut dans le log de n0 sur n de t. Bon, le signe moins disparaît parce que le log de a sur b, c'est moins le log de b sur a. Et tout calcul fait va vous donner t égale à moins 1,5 log de n de t sur n0. Donc si je connais le nombre de noyaux présents à l'instant t, le nombre de noyaux qui étaient présents à t égale à 0, je peux déterminer l'âge de l'échantillon. Le problème, souvent on n'a pas accès au nombre de noyaux qu'il y avait à l'instant t égale à 0. Et donc, on va voir comment déterminer l'âge d'un échantillon, le principe de la mesure. Commençons par, il y a deux types de désintégration. Il y a ce qu'on appelle la datation du carbone 14. Donc le principe est le suivant. Dans l'atmosphère, il y a toujours un échange entre la matière organique et le rayonnement. Le rayonnement, toujours des réactions continues entre le rayonnement solaire, l'azote qui est présent dans l'atmosphère. Il y a création du carbone et ce carbone va donner du CO2 et les arbres, ou bien par exemple les arbres, même l'homme, échangent du gaz avec l'atmosphère. Et pendant que l'être est vivant, on considère que le rapport entre le nombre d'isotopes carbone 13 et le nombre d'isotopes stables, il est constant dans les derniers millénaires. Ça veut dire jusqu'à 30 000 ans, 20 000 ans, 10 000 ans. Si je prends 100 atomes du carbone dans l'atmosphère, je sais qu'il y a par exemple un atome du carbone 14 et 99 atomes des autres isotopes. Donc ce rapport, il est connu. Il est fixe, il n'a pas trop changé durant l'histoire dernière, en tout cas durant les derniers millénaires. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que l'être humain est mort, ou bien l'arbre est mort, il ne va plus échanger avec l'atmosphère du gaz. Autrement dit, la quantité du carbone 14 va diminuer par rapport à celle du carbone 12. Pourquoi? Parce que le carbone 12 et le carbone 13 sont stables, le carbone 14 il est instable. Donc ce rapport-là, le nombre du carbone 12 par rapport au nombre du noyau stable va diminuer au cours du temps. Et donc le principe de la datation repose sur ceci. Bien, je prends par exemple un échantillon du carbone. Voilà un morceau d'os, on a extrait une masse du carbone petit m. Connaissant la masse, par exemple, 1 gramme du carbone. Connaissant la masse du carbone, je peux déduire le nombre de noyaux du carbone contenus dans cet échantillon. Et connaissant le rapport entre le carbone 12 et le carbone 14, je peux remonter au nombre de noyaux à t égale à 0 du carbone 14. Donc je connais N0. D'accord? Donc je connais N0. Et si je connais N0, il suffit de mesurer par un certain moyen le nombre de carbone 14 présent dans l'échantillon à cet instant t. Connaissant N0 et N de t, je peux déterminer t, l'âge de l'échantillon. D'accord? Donc t, c'est 1 sur lambda, log de N0 sur N de t. Bon, des fois, c'est plus facile de mesurer l'activité. Il y a des détecteurs qui vous donnent l'activité tout de suite. Donc, il suffit de mesurer l'activité à l'instant t. Connaissant l'activité à t égale à 0, qui est égal à lambda fois N0, je vous ai expliqué comment on peut remonter à N0. Donc, je peux déterminer l'âge de l'échantillon. D'accord? Donc, voilà le principe de la datation du carbone 14. Il est basé sur une donnée extrêmement importante. C'est celle-là, c'est que le rapport entre le carbone 12 et les autres isotopes, il est constant durant les derniers millénaires. Donc si je prends un échantillon du carbone, pendant qu'il est vivant, ce rapport il est constant. D'accord? Vous avez environ, voilà le rapport exact, un atome de carbone 12 pour 10 puissance 12 atomes de carbone des autres isotopes. Donc ça veut dire si vous prenez 10 puissance 12 atomes du carbone 12, vous avez un seul atome du carbone 14 dans n'importe quel échantillon vivant. Une fois que l'échantillon meurt,
il n'y a plus échange du carbone avec l'atmosphère, donc ce rapport va diminuer. Ça veut dire si j'attends par exemple 4000 ans, 5000 ans, je vais obtenir pour 10 puissance 12 atomes de carbone, je vais obtenir moins d'un atome de carbone. Bon, voilà. Donc je vais expliquer ceci encore plus par cet exemple-là. Donc voilà le rapport, on vous dit le nombre d'atomes du carbone 12 par 14 par rapport au carbone 12, c'est à peu près 1,6 10-12. D'accord? Bien sûr, la constante de radioactivité du carbone, elle est connue, c'est 5730 années. Voilà la méthode qu'on utilise. Je leur ai expliqué une deuxième fois. D'abord, il faut déterminer le nombre d'atomes du carbone 12 dans l'échantillon. Ce nombre, il est constant. Il n'a pas changé parce que le carbone 12, il est stable. Vous prenez un échantillon de masse M. Vous connaissez la masse molaire du carbone. Vous connaissez le nombre d'atomes dans une mole. Donc, on peut déterminer le nombre de noyaux dans une masse donnée. Ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je vous redonne la formule tout à l'heure. Donc, si on connaît, je prends une masse de 1 gramme de carbone, on va extraire tout le carbone qui contient l'échantillon et on a extrait 1 gramme. Or, dans 1 gramme, je peux déterminer le nombre de noyaux du carbone. D'accord? Donc, je peux connaître le nombre de noyaux du carbone 12 dans 1 gramme. Or, ce nombre, lui, il n'a pas changé parce que le carbone 12, il est stable. D'accord? Donc, ceci va me permettre de déterminer le nombre de noyaux initial du carbone 14 parce que je sais le rapport. Ce rapport, il est constant. Donc, si je connais le nombre de noyaux du carbone 12, je peux déterminer le nombre de noyaux du carbone 14 à t égale à 0. Maintenant, on va calculer le nombre d'atomes du carbone 14 à partir de cette relation-là, qui existait à t égale à 0. On va calculer le taux de désintégration. Connaissant N0, je peux déterminer à 0, l'activité à t égale à 0. Et mesurant l'activité actuelle, c'est-à-dire A de t, je peux déterminer facilement l'âge de l'échantillon. D'accord? Voilà un exemple concret. On prend un morceau de bois et du charbon et on prélève 30 grammes du carbone. L'activité radioactive attribuée à la présence du carbone 14 dans l'échantillon est 400 désintégrations par minute. Déterminer l'âge de l'échantillon. Voilà une application concrète, parce que là on parle des formules, ça va paraître un peu compliqué, mais voilà le principe. Vous prenez un morceau du carbone, un morceau de bois, ça peut être un os. Il faut extraire une quantité de carbone assez suffisante, par exemple 30 grammes, bon, 1 gramme, 2 grammes, l'essentiel, il faut extraire une petite masse M du carbone. Vous mesurez son activité, c'est-à-dire l'activité à cet instant T, A de T, ça c'est A de T, 400 désintégrations par minute. Pour déterminer l'âge, il faut déterminer A0. Pour connaître A0, il faut déterminer le nombre de carbone 14 à T égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? À partir de la masse, on va calculer le nombre de noyaux du carbone 12 dans ce 30 grammes. Voilà, je vous laisse ce soin de faire le... Bon, je vais vous donner la méthode. On va trouver 1,51 10 puissance 24 atomes. Ça, c'est le nombre du carbone 12. Lui, il est fixe. Donc, si je prends 30 grammes, je mesure le nombre, je calcule le nombre d'atomes du carbone 12. Il va être toujours 1,5 10 puissance 24. D'accord? Or, je connais le rapport pour chaque nombre de noyaux de carbone 12, je sais combien du carbone 14 existait à t égale à 0. Donc, je calcule le nombre de carbone 14 qu'il y avait à t égale à 0. Si je connais le nombre de carbone 14 à t égale à 0, je peux déterminer l'activité à t égale à 0. Et mesurant l'activité à cet instant, je peux déterminer l'âge de l'échantillon est égal à 889 années. Maintenant, voilà les formules utiles. Pour déterminer le nombre de noyaux à l'instant T, c'est une simple règle de 3. Le nombre d'Avogadro correspond à la masse molaire. C'est le nombre d'un noyau qui contient une mole. Si je prends un seul noyau, sa masse, X noyaux, pardon, X c'est le nombre de noyaux, c'est petit n, c'est le nombre de noyaux dans une masse petit m. Voilà, et vous faites règle de 3. Donc petit n, c'est petit m fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Donc ça,
c'est le nombre de noyaux du carbone dans 30 grammes du carbone. Or, le rapport entre le carbone 12 et le carbone 14 est constant, donc son nombre va me permettre de déterminer tout de suite le nombre du carbone 14 qu'il existe à l'instant T. 0, à l'instant T 0. Ah, d'accord. Et ceci, j'utilise N0 sur N, il est constant. Je connais N de T, qui est le même que le nombre du carbone 12 à T égale à 0, donc je peux déterminer N0. Je connais N0, je peux déterminer A0 par la relation A0 est égal à lambda fois N0. Faites attention, il faut transformer lambda en minutes. Lambda c'est 5730 années, il faut multiplier par le nombre de jours fois 24 fois 60. Et ça, c'est le nombre de minutes dans une année. D'accord? Et ça va vous donner ce chiffre-là, A0. Maintenant, connaissant A0, connaissant A de T, vous calculez le temps par log de A0 sur A de T, log de 2 fois T1 demi. Je pense avec cet exemple, maintenant, les choses sont claires. Bon, souvent, on vous donne A0, on vous donne un moyen de calculer A0, on vous donne A de T, et vous appliquez directement la formule. Bon, là, j'ai passé par toutes les étapes de calcul. Je vous laisse le soin de faire l'exercice. En septembre 1991, un touriste découvre dans les Alpes italiennes squelette, d'accord, et en mesurant l'activité on trouve 0,121 becquerel. Je vous ai dit la relation entre le becquerel et le nombre de désintégration par seconde. En utilisant la loi de désintégration radioactive, on peut estimer son âge, et je vous laisse le soin de montrer que l'âge est à peu près 6000 années. Bien, vous avez une deuxième méthode de détermination de l'âge. Il est utilisé surtout pour les âges très très anciens, dans lesquels on n'a pas accès au nombre de noyaux initial, inconnu. Bon, il y a plusieurs couples qu'on utilise, l'uranium et le plomb, mais on peut utiliser aussi le potassium et l'argon. Je vais expliquer maintenant le principe de cette méthode. La quantité initiale de l'élément pair, donc vous avez toujours un noyau pair qui se désintègre pour un noyau fils, varie d'un échantillon à l'autre. D'accord? Donc on n'a pas accès à N0. C'est ça le problème dans cette méthode-là. Et on va voir comment on va faire. Donc, de nombreux minéraux contiennent au moment de leur cristallisation du potassium dans une faible proportion et représenté par l'élément radioactif K40. Mais il ne contient aucun élément fils. Donc voilà l'hypothèse, c'est-à-dire à T égale à 0, au moment de la formation de la roche, on suppose qu'elle contient uniquement du potassium et 0 noyau d'argon. Ça veut dire que la totalité d'argon mesurée dans la roche, il provient de la désintégration du potassium. Voilà la seule hypothèse utilisée dans cette méthode. Donc à T égale à 0, vous avez N0 noyau du potassium. Et à l'instant T, c'est-à-dire là on veut déterminer l'âge, à l'instant T actuel, cet échantillon, il contient N noyaux restants du potassium et une partie qui est désintégrée en argon. Mais la somme des deux doit être égale à N0. Et c'est ça l'idée de cette méthode-là. Bon, N de K, bien sûr, peut être mesuré, le nombre de noyaux restants à l'instant T, et bien sûr le nombre d'argon présent dans la roche, qui représente en fait le nombre de potassium désintégré, ça on peut le mesurer. Maintenant, connaissant N de K et N d'argon présents dans une roche à l'instant T, comment connaître l'âge de cette roche? Eh bien, le principe est le suivant. On connaît NK de T, le nombre de noyaux présents à cet instant T. On connaît le nombre d'argon qui est présent. Or, ce nombre d'argon, il résulte de quoi? Il résulte du nombre de noyaux initial du potassium, moins le nombre de noyaux du potassium qui reste à cet instant T. D'accord? Donc, je répète, le principe il est basé sur ça. Vous prenez une roche, il contient T égale à 0 un nombre de noyaux du potassium, qui est inconnu. On prend les roches à l'état actuel, à l'instant T, on extrait le nombre de noyaux d'argon, on va extraire le nombre de noyaux de potassium. Donc la seule donnée, c'est le nombre de noyaux d'argon et de potassium que contient la roche à l'instant T. Et à partir de ça, on devrait être capable de calculer l'âge de cette roche-là. Donc je dis, le principe est le suivant. Le nombre de noyaux de potassium restant, c'est N0 exponentielle moins lambda T.
Donc je peux déterminer N2K sur N0, c'est exponentiellement lambda t. Maintenant l'idée c'est la suivante. Je remplace N0, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui est présent à l'instant t égale à 0, qui est inconnu, par quoi? Par le nombre de noyaux qui restent à cet instant, plus le nombre de noyaux désintégrés. Et ça j'ai expliqué pourquoi. Tout le potassium qui existait à t égale à 0, soit elle s'est désintégrée en argon, plus le reste. C'est ça ce que ça veut dire. Vous avez le nombre de noyaux présents à l'instant t, et s'est transformé au cours du temps à quoi? Un nombre de noyaux qui restent actuellement, le reste, il s'est transformé en argon. Maintenant, on va déterminer, appliquer le logarithme du côté, donc lambda t c'est log de n de k plus n argon sur n de k. Je simplifie je sépare ça, n de k sur n de k c'est 1, plus n argon sur nk. Et vous voyez bien que en mesurant cette fois-ci le nombre de noyaux présents à l'instant t de l'argon et le nombre de noyaux présents à l'instant t du potassium, je peux déterminer l'âge de l'échantillon sans connaître le nombre de noyaux initial. On peut exprimer ça en termes de masse. Comme tout à l'heure, j'ai montré que le nombre de noyaux, c'est le nombre d'Avogadro fois la masse divisé par la masse molaire. Donc je peux remplacer NK sur NK par leur formule en termes de masse. Donc le rapport du noyau, c'est exactement l'inverse des rapports des masses. Donc, je peux déterminer T soit par cette relation, soit en déterminant les masses dans la roche de l'argon et la masse dans la roche du potassium. Et je peux déterminer l'âge par cette formule. Donc voilà les deux méthodes les plus utilisées, soit du carbone 14 pour les temps moyens, 5000, 6000, 7000 ans. Pour les temps très anciens, on utilise cette formule qui est valable, soit pour l'uranium plombe, soit pour potassium-argon. Il y a plusieurs couples qu'on peut utiliser par cette méthode-là. Bien, donc enfin je vais parler de la production de l'énergie nucléaire. Vous avez deux méthodes, soit la fusion, soit la fission. Donc je vais définir ce que c'est que la fusion, ce que c'est que la fission nucléaire et déterminer quelle est la quantité d'énergie libérée dans chaque cas. Donc qu'est-ce que c'est que... On va définir d'abord la fission, comme son nom l'indique. C'est la fission d'un noyau lourd qui est attaqué par un neutron, va donner deux noyaux fils, moins lourds, plus des particules supplémentaires. Donc c'est ce qu'est la fission. Je prends par exemple le cas de l'uranium. Lorsqu'il est bombardé par un neutron, il va donner le cesium plus le rubidium plus deux neutrons. Ou deux neutrons. Bon, il y a plusieurs. Donc voilà, voilà l'équation de la désintégration. Maintenant, pour calculer l'énergie libérée, il suffit de calculer le défaut de masse de cette réaction et de multiplier par c carré. Donc la masse avant la fission, c'est la masse de l'uranium plus la masse du neutron, ça va dans cette masse-là. La masse après la fission, c'est la masse du césium plus la masse du rubidium plus deux fois la masse du neutron. Les masses sont données ici. Voilà la masse. Donc le défaut de masse, c'est négatif, parce que c'est une énergie qui va être libérée. Donc la masse... Le défaut de masse est négatif, donc la masse après la fission il est plus petit que la masse avant la fission, une partie qui est transformée sous forme d'énergie, et cette énergie libérée, c'est delta de M, c carré. Donc on va le absolu bien sûr pour avoir l'énergie positive, et ça vous donne 2,385 10-11 joules. Bon, vous allez voir, première remarque, c'est une énergie qui est très faible. Donc pourquoi on parle de l'énergie nucléaire? Donc là, il faut faire très attention. Ça, c'est l'énergie libérée par un seul noyau. Or, le nombre de noyaux est énorme. Et donc, si je multiplie par le nombre de noyaux, l'énergie va être gigantesque. C'est une réaction libérée par un seul noyau. Donc, calculons par exemple l'énergie libérée par 1 kg de l'uranium. Donc, la masse d'un noyau, c'est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Donc, le nombre de noyaux est égal à 1 sur M0. Donc la masse d'un atome d'uranium, c'est ceci. Donc c'est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Donc le nombre d'atomes d'uranium, c'est 1 sur ce terme-là. Ça vous donne 2,56 10 puissance 24 noyaux. Donc dans 1 kg, vous avez 2,56 10 puissance 24. Chaque noyau libère la quantité qu'on a déjà calculée tout à l'heure. Donc l'énergie libérée, c'est l'énergie libérée par un seul noyau multiplié par le nombre total de noyaux dans 1 kg. Et ceci va vous donner une énergie qui est énorme, c'est 10 puissance 13 joules.
Pour comprendre la valeur de cette énergie, on va la comparer avec l'énergie obtenue par le pétrole. Bon. Donc l'énergie libérée par l'uranium, donc ça c'est un autre exemple. L'uranium 235, la même chose, on calcule l'énergie libérée par cette réaction et on calcule le nombre de noyaux dans une masse, dans 1 kg de l'uranium, on trouve 2,6 10 puissance 24. Donc l'énergie libérée par une seule réaction, par cette réaction, je vous laisse soin de le calculer, c'est de l'ordre de... donc l'énergie c'est 2,6 10, ça c'est le nombre de noyaux, donc ça c'est l'énergie libérée par cette réaction-là. Donc vous allez calculer 86 terajoules, ça veut dire 7,6 10 puissance 13 joules. Donc c'est le même calcul qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça c'est l'énergie libérée par cette réaction. Si je le compare avec l'énergie équivalente pétrole, ça veut dire une tonne de pétrole, une tonne va libérer 41,668 gigajoules. Donc en supposant que toute l'énergie utilisée, c'est-à-dire le rendement du réacteur est égal à 100%, autrement dit toute l'énergie est utilisée comme sous forme d'énergie nucléaire, pour calculer combien de tonnes de pétrole va nous permettre d'obtenir l'énergie de 76 terajoules, je vous laisse le soin de faire un petit calcul, vous allez trouver ces 1800 tonnes de pétrole. Donc 1 kg d'uranium va donner l'énergie équivalente à 1800 tonnes de pétrole. Bon, dans la réalité, c'est un peu plus bas que ça, mais c'est toujours quelque chose d'énorme, parce que le rendement d'un réacteur nucléaire n'est pas toujours égal à 100%. Donc vous voyez l'importance de l'énergie nucléaire. Bon, la fusion maintenant, c'est l'inverse de la fission, c'est cette fois-ci deux noyaux légers qui vont se rencontrer pour former un noyau lourd plus d'autres particules. Donc, c'est une réunion de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd, donc plus stable. Bon, la même chose, on peut calculer le défaut de masse, multiplier par c carré et calculer l'énergie de cette liaison, de la fusion. Mais on peut aussi calculer l'énergie libérée par l'énergie de liaison des produits, des réactifs, moins l'énergie de liaison des réactifs, moins l'énergie de liaison des produits. D'accord? Donc l'énergie de liaison de X1 plus X2, moins l'énergie de liaison de X3 plus X4. Donc on peut calculer l'énergie de liaison par cette formule ou bien par delta de M c carré. Bon, un exemple, je prends toujours cette équation-là. Voilà, le défaut de masse fois c carré, ça va vous donner des 7,6 mégaélectronvolts. Pour 1 kg, vous cherchez le nombre de noyaux, vous multipliez par l'énergie libérée par un seul noyau, et ça vous donne 340 tétrajoules. C'est-à-dire, téra c'est 10 puissance 12. Bien, si on le compare à l'énergie libérée par une tonne de pétrole, on va trouver que l'énergie libérée par 1 kg, ça correspond à 8100 tonnes de pétrole. Vous voyez aussi, c'est énorme, c'est même plus que l'énergie de la fission. D'accord? La fusion libère plus d'énergie que la fission, 4 fois plus que l'énergie libérée par 1 kg d'uranium. Bien, maintenant on va parler de l'application de la radioactivité, qui est la production de l'énergie nucléaire à travers la fission et la fusion nucléaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la fission? C'est une réaction provoquée, c'est-à-dire on crée, c'est l'homme qui le crée, au cours de laquelle un noyau lourd va être bombardé par des particules légères pour donner naissance à deux noyaux moins lourds. C'est l'uranium par exemple, lorsqu'on le bombarde avec un neutron, il va donner le césium plus le rubidium plus de neutrons. Et l'énergie nucléaire, c'est l'énergie libérée par cette réaction-là. Bien, donc si je calcule la masse totale avant la fission, vous faites juste la masse de l'uranium plus la masse du neutron. Après la fission, c'est la masse du césium plus la masse du rubidium plus 2 fois la masse du neutron. Si je calcule le défaut de masse, je trouve une valeur négative. Il y a des pertes de masse, et cette masse, elle est perdue sous forme d'énergie. Et cette énergie, c'est le défaut de masse en valeur absolue fois c carré. Si vous faites une application numérique, ça va vous donner la masse fois c carré, ça vous donne à peu près 2,385 10 moins 11 joules. Bon, c'est une énergie qui est très très faible. Donc pourquoi on parle d'énergie nucléaire? Faites très attention. Donc ça, cette énergie est libérée par un seul noyau. Donc si vous prenez juste 1 kg, il contient
un nombre énorme de noyaux et donc l'énergie va être gigantesque. Voilà l'exemple. Calculons l'énergie libérée par 1 kg d'uranium. Donc la masse d'un atome d'uranium, c'est la masse, c'est 1 kg divisé par, c'est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Donc ça c'est la masse d'un seul noyau. Le nombre de noyaux dans 1 kg, c'est 1 kg divisé par la masse d'un seul noyau pour déterminer le nombre de noyaux. Donc c'est la masse divisée par la masse d'un noyau. Donc c'est 1 divisé par M0, 1 kg divisé par la masse d'un seul noyau en kg, ça vous donne le nombre de noyaux. Chaque noyau libère une certaine énergie de 10-11. Lorsque je multiplie par le nombre de noyaux, je trouve une énergie qui est énorme, 10 puissance 13 joules, à peu près. Donc c'est une énergie qui est très grande. Maintenant, pour connaître l'ampleur de cette énergie, on va la comparer avec l'énergie libérée par une tonne de pétrole. Et une tonne de pétrole libère une énergie de 41 gigajoules. Donc si vous divisez ça par 41,866 10 puissance 9 joules, vous allez trouver à peu près 1800. Donc c'est une énergie qui est équivalente à 1800 tonnes de pétrole. Donc 1 kg permet de donner la même énergie que 1800 tonnes de pétrole. Donc ça vous donne l'importance de l'énergie nucléaire. Bon, la fusion, c'est l'inverse de la fission. Ce sont deux noyaux légers, toujours provoqués, qui sont réunis par un accélérateur nucléaire pour donner un noyau lourd plus d'autres particules. Donc la même chose, on calcule le défaut de masse et les négatifs. Donc c'est une énergie qui est libérée. Et l'énergie libérée, c'est le défaut de masse fois c carré. Juste indication, on peut calculer le défaut de masse soit par l'énergie libérée par la réaction, soit par delta de mc carré, soit en utilisant l'énergie de liaison des produits des réactifs. Donc l'énergie de liaison de x1 plus l'énergie de liaison de x2 moins l'énergie de liaison de x3 plus x4. Donc voilà aussi un exemple. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure. On calcule le nombre de noyaux dans 1 kg, on multiplie par l'énergie libérée par une seule réaction. Ça vous donne 340 tétrajoules, et 1 compare à une tonne de pétrole, ça vous donne 1800 tonnes de pétrole. Donc c'est encore plus important que la fission, d'accord? Donc vous voyez bien l'importance de la fusion et la fission. Bon, je termine par quelques exercices simples. On vous donne un noyau radioactif à une demi-vie de 1 seconde. Ce sont des questions très classiques en exercices de radioactivité. Soit on vous donne lambda, soit on vous donne T1,5. Si on vous donne l'une, on vous demande de montrer l'autre. Donc faire juste attention aux unités. Si le T1,5 en seconde, lambda est en seconde moins 1. Si c'est en minute, minute moins 1, et ainsi de suite. Donc à un instant donné, on vous dit l'activité d'un échantillon est 11 10 puissance 7 désintégration par seconde. Ça veut dire 11 10 puissance 7 becquerel. Calculez le nombre de noyaux. Donc chaque fois que vous avez l'activité, vous avez directement accès au nombre de noyaux parce qu'ils sont proportionnels. Et bien sûr, lambda souvent, et les données, soit on vous demande de la calculer. Donc juste faire une petite application numérique, ça vous donne cet échantillon, il contient à peu près 10 puissance 8 noyaux. Maintenant, on vous dit une substance radioactive de T1,5 10 secondes émet initialement, ça veut dire A0, c'est 2 10 puissance 7 particules alpha par seconde. Ça veut dire tout simplement 2 10 puissance 7 désintégration par seconde. Calculer lambda, donc on connaît T1,5, donc lambda, même méthode, log de 2 sur T1,5, donc ça vous donne cette valeur-là. Quel est le nombre, quelle est l'activité de cette substance? Donc c'est 2 10 puissance 7 désintégration par seconde, tout simplement. Hein. Si on vous dit elle émet 2 10 puissance 7 particules par seconde, ça veut dire son activité, c'est 2 10 puissance 7 désintégration par seconde, ou bien 2 10 puissance 7 becquerel. Si je connais l'activité, je peux déterminer le nombre de noyaux. C'est toujours la fameuse relation A0 est égal à lambda N0. Et enfin, combien reste de noyaux après 30 secondes? Là, il faut faire très attention. Vous avez deux méthodes. Soit vous utilisez N0 exponentielle moins lambda T. Vous connaissez N0. Vous connaissez lambda. Vous remplacez T par 30. Mais il y a beaucoup de calculs. Là, toujours, si on vous donne calculer soit l'activité, soit le nombre de noyaux qui reste après un certain temps, première chose, vérifier si ce temps n'est pas un multiple de T1,5. Et ici, c'est exactement le cas. On vous dit T1,5, c'est 10, 30, c'est 3 fois T1,5. Donc, tout de suite, je dis que N
au bout de 30 secondes, qui est 3 fois t1,5, c'est n0 sur 2 à la puissance n, c'est-à-dire sur 2 à la puissance 3. Voilà, je m'arrête ici. Bientôt, je vais vous présenter une série complète d'exercices corrigés. J'attends vos commentaires, bien sûr, et sont les bienvenus, vos questions. Et abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos amis. Et à très bientôt pour la suite.